Nous avons déjà vu que le preneur est tenu à une obligation précontractuelle de dévoiler le risque. L'obligation d'informer l'assureur ne cesse pas pour autant une fois le contrat formé. Elle prend toutefois une forme différente. Ainsi, l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur promptement les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ces faits et gestes, si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. Vous remarquez que cette obligation ne s'applique qu'à l'assuré et non plus au preneur. Cela s'explique par le fait que l'assuré est celui qui influence le risque. À titre d'exemple, je prends une assurance locataire pour ma fille. Je suis le preneur et ma fille est l'assurée. Puisque je n'habite pas le logement, j'ai aucune idée des activités qui s'y dérouleront. L'assuré, oui, par contre. Il n'y a pas de forme prévue pour l'avis. L'avis peut donc être donné par écrit ou verbalement, au choix de l'assuré. Une clause dans la police exigeant un avis écrit est donc nulle, car elle accorde moins de droits à l'assuré que ce qui est prévu dans le Code civil. Il n'y a pas de délai légal. On exige seulement de l'assuré qu'il fasse preuve de diligence et qu'il communique le plus rapidement possible avec son assureur. Cela varie en fonction des circonstances. La diligence s'évalue à partir du moment où l'assuré acquiert la connaissance des faits. L'aggravation peut résulter d'une augmentation des probabilités de réalisation du sinistre ou encore d'une augmentation de l'étendue des dommages en cas de sinistre. Le risque aggravé doit être celui prévu dans la police. Si l'assurance protège uniquement contre le vol et que l'aggravation augmente seulement le risque de feu, cela n'est alors pas visé par l'article 2466. À titre d'exemple, en raison des faits et gestes de l'assuré, le risque de vol de la marchandise dans l'entrepôt de l'assuré est plus grand. Mais l'assureur couvre uniquement la responsabilité civile de l'entreprise à l'extérieur du pays et non ses biens. Il est seulement question des faits et gestes de l'assuré ici. Il n'est plus question du preneur, contrairement à la déclaration initiale du risque de l'article 2408, où il est question du preneur principalement et de l'assuré si l'assureur le demande. Il n'est pas question non plus du titulaire du contrat ou du bénéficiaire de l'assurance, mais uniquement de l'assuré. L'expression « faits et gestes » réfère premièrement aux actes de l'assuré. Par exemple, laisser des matières dangereuses près d'une source de chaleur. Règle générale, cela n'inclut pas l'aggravation d'un risque résultant des faits et gestes d'un tiers. Par exemple, l'ouverture d'une piquerie sur le lot voisin. Autre exemple, la fermeture de la caserne de pompiers de la municipalité. Par contre, cela peut englober les agissements de tiers que l'assuré a laissé volontairement persister. À titre d'exemple, vous possédez un immeuble de 16 logements. Vous avez assuré votre immeuble et un locataire, qui est ici un tiers au contrat d'assurance, a commencé à exploiter un café dans son logement malgré l'interdiction faite dans les règlements de l'immeuble. Cette modification ne résulte pas ici des faits et gestes de l'assuré. Donc, tant et aussi longtemps que l'assuré ne le sait pas, on ne peut rien lui reprocher. Par contre, à partir du moment où l'assuré acquiert la connaissance et qu'il laisse persister la situation qui aggrave le risque, l'assureur pourra lui en faire reproche. Contrairement à l'article 2408, l'exigence de la connaissance n'est pas prévue, mais elle se retrouve implicitement dans les termes « ces faits et gestes ». Quant à l'expression « de nature à influencer de façon importante un assureur », on revient aux critères de la pertinence déjà vus au sujet de la déclaration initiale de risque.
On ne parle pas de l'assureur de l'assuré, mais bien d'un assureur. Encore une fois, on réfère à une notion présente lors de la déclaration initiale de risque, celle de l'assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances et pratiquant dans une industrie similaire. Évidemment, si l'aggravation parle par elle-même, une condamnation pour conduite avec faculté affaiblie en assurance automobile par exemple, la preuve d'expert ne sera pas nécessaire. En dehors de ces scénarios où l'aggravation parle d'elle-même, la preuve par expert, c'est-à-dire le témoignage d'un autre souscripteur, sera nécessaire afin de faire la preuve de la conduite d'un assureur raisonnable. Quant à l'évaluation de la pertinence, je vous réfère à ce que nous avons déjà vu dans la capsule relative à la déclaration initiale de risque. Si l'assuré avise promptement l'assureur en cours d'exécution du contrat, cela ne pose pas de difficulté particulière. L'assureur peut augmenter le taux de la prime afin qu'elle corresponde à nouveau au risque. L'assureur peut également choisir de procéder à la résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article 2477. Dans ce cas, l'assureur demeure garant de l'augmentation du risque tant et aussi longtemps que la résiliation du contrat n'est pas effective. L'assureur peut également accepter l'aggravation sans pour autant exiger d'augmentation de prime. À ce sujet, l'alinéa 2 prévoit que l'assureur qui continue d'accepter les primes est réputé avoir accepté l'aggravation qui lui a été déclarée. Il en va de même si l'assureur verse une indemnité après un sinistre alors qu'il a connaissance de l'aggravation. L'assuré a le fardeau d'établir qu'il a avisé l'assureur. Si l'assuré n'a pas avisé l'assureur conformément à l'article 2466, une sanction est alors envisageable. Pour obtenir une sanction, l'assureur doit avant tout démontrer un manquement de l'assuré à l'obligation de déclarer l'aggravation de risque. Souvent, l'assureur découvre en enquêtant sur un sinistre que l'assuré a omis de lui déclarer une aggravation de risque. Il est rare, en effet, qu'un assuré qui cultive illégalement du cannabis dans son domicile dénonce ce fait à son assureur. L'assureur qui se prévaut de l'article 2466 n'a pas à démontrer un lien direct entre l'aggravation de risque et la survenance du sinistre. L'absence d'exigence du lien direct entre l'aggravation et le sinistre s'explique par le caractère éclairé du consentement de l'assureur. Avoir été informé de l'aggravation, l'assureur aurait résilié le contrat ou encore aurait chargé une prime plus élevée. Lorsque l'assuré n'a pas déclaré l'aggravation, les dispositions de l'article 24.11 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Il y a alors deux options envisageables, le versement d'une indemnité proportionnelle ou encore la résiliation du contrat. Regardons d'abord l'indemnité proportionnelle. La prime initiale était de 1 000 $, mais en raison de l'aggravation de risque, la prime devrait plutôt être de 1 500 $. Dans l'éventualité d'une perte totale, où l'assuré aurait normalement le droit de recevoir 300 000 $, en raison de l'indemnité proportionnelle, il recevra plutôt 200 000 $. Nous avons déjà vu que l'assureur qui est informé de l'aggravation peut résilier le contrat en respectant les formalités de l'article 2477. Toutefois, si un sinistre survient alors que l'assuré n'a pas déclaré l'aggravation de risque, l'assureur pourra tout de même demander de manière rétroactive la résiliation du contrat. Dans ce cas, l'assureur doit établir à quel moment l'assuré aurait dû l'aviser
de l'aggravation de risque. L'assureur doit ensuite prouver que s'il avait été informé des circonstances, il aurait résilié le contrat. Dans ce cas, on doit alors ajouter les délais entourant l'article 2477 au sujet de la résiliation. L'assureur ne sera pas tenu d'indemniser l'assuré si le sinistre est survenu après la date où le contrat d'assurance aurait normalement dû être résilié. Si le sinistre survient alors que le contrat d'assurance est encore en vigueur, l'assureur sera tout de même tenu d'indemniser. Cela veut dire que l'assureur supporte l'aggravation de risque, tant et aussi longtemps que le contrat n'est pas résilié. Il est parfois difficile de distinguer entre une aggravation de risque et une exclusion de risque. À titre d'exemple, l'utilisation du véhicule afin de livrer de la nourriture augmente le risque d'accident. Toutefois, cette situation constitue peut-être une exclusion de risque. En effet, il est possible que la police exclue spécifiquement l'utilisation commerciale du véhicule. La Cour suprême a établi la démarche à suivre afin de déterminer s'il s'agit d'une aggravation ou plutôt d'une exclusion de risque dans l'arrêt Lejeune contre Cumis. Si l'aggravation de risque n'est pas déclarée, la sanction possible est l'indemnité proportionnelle ou la résiliation, tandis que s'il y a une exclusion de risque, le risque n'est tout simplement pas couvert. Voilà pourquoi l'assureur, souvent, préfère plaider qu'il s'agit d'une exclusion de risque plutôt que d'une aggravation de risque. Inversement, l'assuré préfère plaider qu'il s'agit d'une aggravation de risque afin de pouvoir au moins percevoir une indemnité proportionnelle. En terminant, regardons le rôle du représentant en assurance à l'égard de l'aggravation de risque. Si l'assuré avise le représentant en assurance de l'aggravation de risque et que le représentant ne transmet pas l'avis à l'assureur, on doit déterminer si le représentant est le mandataire ou non de l'assureur afin de savoir si une sanction peut être recherchée contre l'assuré. Dans l'hypothèse où le représentant est l'agent de l'assureur, dans ce cas, il est le mandataire de l'assureur. Par les règles du mandat, dès que l'agent est avisé de l'aggravation de risque, l'assureur en est aussitôt avisé. Dans l'hypothèse où le représentant est un courtier d'assurance, la situation est plus nuancée, car le représentant peut, selon les circonstances, être le mandataire de l'assuré ou plutôt être le mandataire de l'assureur. Règle générale. Pour ce qui est de la transmission de l'avis d'aggravation, le représentant est le mandataire de l'assuré, ce qui veut dire que s'il ne le communique pas à l'assureur, ce défaut sera opposable à l'assuré. Dans ce cas, le représentant peut engager sa responsabilité professionnelle en plus de commettre une infraction déontologique. Toutefois, certaines circonstances peuvent faire en sorte que le courtier soit le mandataire de l'assureur afin de recevoir l'avis d'aggravation de risque. À titre d'exemple, la police d'assurance invite l'assuré à communiquer avec le courtier en cas d'aggravation de risque. Dans ce cas, l'assureur institue le courtier comme son mandataire afin de recevoir l'avis d'aggravation. Le défaut du représentant de transmettre l'avis à l'assureur sera alors inopposable à l'assuré. Voilà qui complète l'étude de l'aggravation du risque.